Bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous en ce lundi 18h, 17 novembre? Je date. Euh, D'abord, bienvenue pour cette conférence sur la note de synthèse ENM Pro. L'objectif aujourd'hui, ça va être à la fois de parler un petit peu de la note de synthèse, c'est-à-dire comment ça se fait, comment ça se monte, quelles sont les différentes méthodes qu'on peut employer, quelles sont les règles de cette note de synthèse. Et nous finirons par la correction de la note de synthèse 2025 Pro, NM Pro, sur l'open data des décisions de justice. Voilà, moi c'est Laurent Malka et j'aurai le plaisir de vous accompagner pendant ces 2 heures. Bien, alors je vais commencer par une question un petit peu sondage. Qui n'a jamais fait de note de synthèse? Ou qui en a déjà fait plutôt? Qui en a déjà fait? Moi, mais il y a très, 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 très longtemps. Et malheureusement, c'est pas comme le vélo. Et voilà. Bon, ok. Parmi les autres, c'est votre première fois? Moi, je m'apprête à faire la première dès demain. J'attendais justement d'avoir quelques rappels méthodologiques en vue de faire la toute première demain. D'accord. Eh ben, je me propose d'en faire, ça tombe bien. Super. Il y a longtemps aussi? Bon, Il y a quelques temps, oui, effectivement, que je n'en ai pas fait. Oui, tout à fait. ok, ok. Bien. Alors oui, effectivement, ce sont des exercices c'est une épreuve en tout cas qui. Oh, excusez-moi, j'admets au fur et à mesure, c'est pour ça que je vais m'interrompre. Ce sont des épreuves qui sont assez classiques dans les concours administratifs de manière générale et pour les concours juridiques, que ce soit le CFPA ou le NM. Je vais commencer par cibler un petit peu cette idée que dans une note de synthèse, ce qui est important, c'est de bien comprendre, hop, excusez-moi, ce qu'on attend de nous. Ce qu'on attend de nous, c'est très simple, c'est d'abord comprendre un dossier, donc avec des documents qui sont autour d'un thème. Cette compréhension, la plupart du temps, vous l'avez, parce que bon, c'est pas que les thèmes les sujets soient difficiles, encore que j'ai traité de la note de synthèse ENM de l'an dernier, euh, donc en vidéo plus euh, sur le référé pénal environnemental. C'était pas une note de synthèse facile. Il y en a des plus ou moins difficiles. Alors ça dépend du sujet, ça dépend des documents, ça dépend de plein de facteurs, et c'est ce qui nécessite qu'on ait une méthodologie qu'on puisse suivre du début à la fin, euh, sur laquelle on peut compter, quoi qu'il arrive quel que soit le dossier, et c'est un petit peu le jeu des méthodes qu'on vous enseigne, alors quelles qu'elles soient, il y en a des très bien, je vais vous en donner quelques-unes que je considère comme étant tout à fait, tout à fait adaptées. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est donner deux méthodes qui procèdent de logiques différentes. Voilà. Donc l'idée, c'est que vous choisissiez la méthode qui vous correspond le plus. Pas forcément, il n'y a pas forcément une méthode qui est préférable par rapport à une autre. Moi, j'en ai une qui me correspond très bien, je vous la montrerai. Et voir éventuellement, à partir de ce que je vous présente, que vous soyez capable, vous aussi, de trouver aussi vos petits tips, comme on dit, vos trucs, les éléments qui vont faire que vous soyez à l'aise. Et donc, une fois qu'on a compris l'exercice, une fois qu'on a fait quelques notes de synthèse pour se mettre un peu dans le bain, voilà, l'objectif, c'est que le jour du concours, vous soyez euh, rodé, c'est-à-dire que quel que soit le dossier, vous savez exactement quelles sont les étapes que vous allez suivre, parce que vous êtes conditionné là-dessus. Bon, donc première étape, c'est ça, c'est comprendre un dossier, quelle que soit sa difficulté. Deuxième étape, et c'est peut-être là le plus difficile, c'est restituer. Alors, c'est plus difficile, pourquoi? Parce qu'on peut comprendre les choses globalement, mais encore faut-il pouvoir les expliquer. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit avoir en tête, c'est qu'une note de synthèse, c'est pas juste une épreuve pour emmerder le monde, voilà, c'est pas juste pour vous sélectionner euh, pour le concours, mais c'est aussi un exercice professionnel, alors que vous faites peut-être sans le savoir, vous seriez des Monsieur Jourdain, euh, des espèces de bourgeois gentilshommes de la note de synthèse dans le milieu professionnel, parce que j'imagine que vous êtes tous des professionnels. Euh, et on le fait un peu sans le savoir, parce que c'est un exercice de communication. Ce qu'on nous demande, en fait, c'est tout simplement de fournir une information rapide à quelqu'un. Alors, dans le milieu professionnel, ça peut être un supérieur,
un associé ou un collègue ou ce que vous voulez, transmettre une information rapide, mais encore faut-il que, au-delà de la rapidité, cette information soit intelligible, claire et lisible. Donc, c'est un peu ce qu'on vous demande, et dans un temps qui est extrêmement court, hein, c'est 5 heures. Finalement, pour lire un dossier, alors les dossiers font aux alentours d'une trentaine de pages. Lire les documents, pouvoir ramasser les informations, donc c'est déjà un effort et une énergie assez importante. Puis ensuite, une fois qu'on a fait cette première étape, organiser les informations pour trouver un plan, ça là aussi, ça demande énormément d'énergie. Je dirais que c'est peut-être même l'étape la plus énergivore. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, bah, c'est pas fini. Il faut encore rédiger, trouver les bons mots et être encore d'attaque pour pouvoir présenter un produit fini. Donc, évidemment, si on ne s'y habitue pas, et les premières notes de synthèse que vous allez reprendre, pour certains d'entre vous, bah, risquent d'être un peu... il faut l'accepter. Voilà, ils vont pas être forcément au haut niveau, mais il faut l'accepter. Donc, on continue sur cette idée. Comprendre, restituer. Voilà un petit peu les deux phases qu'il faut bien identifier et qui vont vous permettre de réussir cette note de synthèse. Bon, je vais commencer, on va faire ça en 3 temps. Premier temps, ce sont des rappels des règles de la note de synthèse, de manière générale. Donc, des choses à faire, des choses à ne pas faire, ce qu'on vous demande, à quoi ça doit ressembler. Un deuxième temps où je vous présenterai dans l'absolu les méthodes, et un troisième temps bah, dans lequel je vais vous corriger cette magnifique note de synthèse sur l'open data des décisions de justice. Sujet classique en tout cas aujourd'hui, on peut, sans s'y attendre, hein, ça fait partie des notes de synthèse qu'on retrouve assez souvent en prépa parce que c'est l'actu. Bien, est-ce que vous avez des questions préalables? Alors, sachant que vous pouvez m'interrompre à n'importe quel moment pour toute question que vous voulez poser. Euh, alors, vous pouvez m'interrompre soit à l'oral, hein, soit par le chat, peu importe, je le mets à côté comme ça. Bon. Mais n'hésitez pas. Des questions préalables? Aucune? Parfait. Donc, je commence. Et vous n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez besoin. Première chose, à quoi doit ressembler une note de synthèse? Voilà la première question sur laquelle on va se porter. Question qui va nous rappeler les grandes règles. Donc, première chose, la note de synthèse. Hop, voilà. Première chose, la note de synthèse se présente comme la plupart des exercices juridiques, c'est-à-dire une introduction et un plan en 2 parties de sous-parties. Alors, peut-être que, j'imagine, vous n'êtes peut-être pas tous des juristes. Me trompais-je? Je vous pose la question. Tout le monde est plus ou moins juriste ou. Ah, alors Benjamin, vous dites effectivement pour dire effectivement juriste ou effectivement pas juriste? Effectivement, je suis pas juriste. D'accord. Mais ça arrive à des gens très bien, vous savez, Benjamin. Bon, alors, ben, c'est pas très grave, hein. La seule question, c'est qu'effectivement, on va avoir des notes de synthèse sur des thèmes juridiques. Mais euh, ce qu'il va falloir faire, c'est justement apprendre à se focaliser sur les informations juridiques. Je vais y revenir après. Mais là, restons sur la forme. Sur la forme, alors donc, hop, excusez-moi, j'ai du monde qui toque à la porte. Voilà. Euh, Sur la forme, eh bien, on va avoir cette forme classique du droit, c'est les plans en 2 parties de sous-parties, avec des titres. Donc, une introduction et un plan en 2 parties de sous-parties. Pour faire simple, l'ensemble doit tenir en 4 pages. 4 pages stricto sensu. C'est-à-dire que si jamais vous voulez faire 4 pages, c'est en fait la copie double d'examen, plus quelques lignes qui vont venir compenser l'espace de présentation de la première de couve. Donc, vous savez, vous avez les pages, la première page de la copie double, eh bien, vous avez une présentation où on va mettre l'appréciation, la note, votre nom, etc. Donc ça prend un petit peu d'espace. Évidemment, si je fais une copie double, en réalité, ma note de synthèse ne fera que 3 pages, 3 quarts ou 3 pages et demie.
Donc, il est tout à fait possible de prendre une intercalaire supplémentaire pour compenser et arriver bien à 4 pages. Ça, c'est la première chose sur la forme. Mais c'est un impératif. Les 4 pages, j'ai envie de dire, c'est ni plus ni moins. Dans les deux cas, vous êtes sanctionné. Pourquoi? Bah, plus, ça veut dire que vous n'avez pas répondu à l'esprit synthétique. On pense qu'en 4 pages, vous pouvez tout dire. Moins, ça veut dire que bah, vous n'avez pas mis à suffisamment d'informations. Et c'est tout le problème de cette note de synthèse, c'est que ça doit être une synthèse, mais ça demande des informations de précision. On ne se contente pas d'un vague résumé du dossier ou des documents. Il faut utiliser de l'information précise. Pourquoi? Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un instrument professionnel. Il faut donc que ça puisse servir et pas donner une simple vague idée, un résumé organisé. Donc, ce plan en 2 parties de sous-parties, il implique, première chose, une introduction très courte d'une dizaine de lignes, pas plus. 10-12, allez. Si je donnais une grande fourchette, ce serait plutôt 8, entre 8 et 12. C'est pour ça que pour moi, 10, c'est parfait. Une introduction qui est formatée. Alors, le formatage de l'introduction, c'est simple, hein. C'est d'abord une accroche, une phrase d'accroche, souvent une citation, une statistique. Ça peut être un fait divers ou même un fait historique. Quelque chose qui soit un peu punch pour commencer. Alors, cette phrase d'accroche, on la retrouve dans le dossier. Donc, quand on va lire le dossier, eh bien, on va essayer de se sensibiliser, mettre une espèce d'alerte en disant, dès qu'on voit une phrase un peu punch, est-ce que je ne peux pas la noter pour l'introduction? Donc, je la mets de côté. S'il y en a d'autres, bah, je ferai un choix plus tard. Bon, ça peut être donc une statistique, comme je vous l'ai dit, bon, une citation, c'est souvent une citation. Une stat, c'est très bien aussi. Et puis, fait divers, fait historique. Deuxième phrase de cette introduction, eh bien, c'est la définition des termes du sujet. Là, pareil, c'est une phrase qu'on va retrouver dans le dossier. Si le sujet n'est pas défini, par exemple ici sur l'open data des décisions de justice, il se peut qu'on n'ait pas forcément une définition de ce que c'est que l'open data, ce qui serait surprenant quand même. Si le sujet n'est pas défini, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer la définition par le contexte du sujet. Pourquoi pas ici l'évolution d'Internet, ou l'évolution du numérique. Bien. Mais toujours est-il que ces deux informations, hein, définition ou contexte, on ne met pas les deux, sinon ça va vous faire une introduction trop longue. Ce sont des informations qu'on récupère encore dans le dossier. J'en arrive donc à la troisième phrase de mon introduction. Troisième phrase, c'est l'enjeu. Alors, c'est une phrase qui n'est pas dans le dossier. Elle n'est pas dans le dossier, c'est une phrase que l'on prend en prenant de la hauteur, pardon, c'est une phrase que l'on va formuler en prenant de la hauteur sur le dossier. La question fondamentale, c'est que se passe-t-il dans ce dossier? Que se passe-t-il dans ce dossier? Et donc, c'est ça l'enjeu. Donc, pour l'open data des décisions de justice, hein, je reviens là-dessus. Bon, évidemment, on fera le corriger tout à l'heure, mais euh, c'est pour vous donner un exemple. Eh bien, c'est la numérisation du droit, c'est ce que vous voulez, hein, ça pourrait être pourquoi pas l'engorgement, les dossiers qui sont extrêmement longs, bref, qui nécessitent d'envisager des moyens numériques. Mais cette phrase n'est pas dans le dossier parce que bah, c'est la résultante de cette note de synthèse. Au fond, quand j'ai pris tous les documents, si je regarde de haut, qu'est-ce que je peux en dire? Et cet enjeu va trouver sa réponse. Alors, j'ai oublié de vous dire un truc. Cet enjeu se formule sous la forme affirmative. Vous remarquerez que je n'ai pas dit problématique. Si je dis problématique, on va penser tout de suite question. Enjeu, un peu moins. Donc je parle de l'enjeu parce que c'est une forme affirmative que l'on veut pour désigner cet enjeu. Et ensuite, annonce de plan, grand 1, grand 2. Voilà. Donc 4 phrases, 10 à 12 lignes, enfin 8 à 12 lignes, c'est tout à fait faisable. Alors c'est des phrases simples, évidemment, mais dites-vous que l'introduction de note de synthèse, elle est là juste pour donner l'impulsion du sujet. Pour donner l'impulsion. Dans certains concours, on vous dit même que l'introduction n'est même pas nécessaire. Bon, et là, on gardera une introduction pour rester dans l'orthodoxie et la tradition. Ensuite, un plan en 2 parties de sous-parties, il nous faut des titres. Grand 1, titre, grand A, titre, B, titre, et pareil pour le grand 2.
on va sauter le moins de lignes possible. Là, il faut aller à l'économie de place. À l'économie de place. Alors, si vous voulez, ça donne quoi? Je vais essayer de vous donner ça sur mon tableau blanc, si jamais ça fonctionne. La fois, il n'a pas fonctionné. Hop, le tableau blanc, ah bah, il fonctionne. Voilà. Donc, pour vous donner un petit peu euh, la forme générale de la synthèse, donc introduction, hop, 10 lignes environ. Non, 10 lignes, pas 10 linges. Et ben voilà, je ne sais plus taper. 10 lignes avec, je reprends, accroche, définition, tout contexte, enjeu, annonce de plan. Voilà. Je vais essayer d'écrire correctement, mais je vous garantis rien. Je saute une ligne. Voilà. Mon grand 1 avec un titre, comme ceci. Je vais faire un chapeau qui va présenter les A et les B. Alors, certains d'entre vous oublient le chapeau. Vous l'oubliez pour une raison bien simple, c'est que vous pensez que ça ne sert à rien. On pourrait le penser, on pourrait le croire, effectivement, mais non. C'est utile, les chapeaux. Les chapeaux, ils sont là pour montrer la cohérence entre vos parties. Et ça, c'est quelque chose qui va être évalué. Donc, un chapeau, A et B. Là, je saute une ligne, je fais mon A, avec un titre. Quand j'ai fini mon A, je fais mon B, avec un titre. Une transition, je saute une ligne, mon grand 2, et après, c'est pareil. Titre, chapeau, A', A', B', vous compris est là. Voilà. Mon, je saute une ligne, A', titre, je saute une ligne, B', titre. Voilà, comme ceci. Vous remarquerez qu'il n'y a qu'une seule transition. Elle est là. Pas besoin de transition AB. Elles prennent de la place inutilement. La transition, elle est là pour rappeler globalement le chapeau. Mais comme les notes de synthèse sont courtes, il n'y a pas lieu de le rappeler. La question fatidique, c'est est-ce qu'on fait une conclusion? La réponse, euh, oui, c'est ça, Benjamin. Quand un chapeau, c'est la phrase qui va montrer la cohérence entre le A et le B. Si dans un premier temps, il se passe ceci, virgule, dans un second temps, il se passera cela. Vous voyez? Pour donner un exemple. Pour ce qui est de la conclusion. Alors, la conclusion, bon, vous n'êtes pas obligé de la faire. Si vous n'avez pas le temps, elle peut passer à l'as. Elle peut passer à l'as. Mais si vous avez le temps d'en faire une, vous pouvez très bien le faire. Alors, cette conclusion, elle se fait en 3 temps. Premier temps, c'est la reprise des titres en une seule phrase. En fait, vous faites une phrase synthétique qui reprend tout le plan. Donc, reprise du plan. Deuxième phrase, c'est la réponse à l'enjeu. Et enfin, par exemple, si vous avez je vais vous dire, vous avez l'enjeu, quelle est l'évolution de, enfin, je le mets sous forme interrogative, je ne devrais pas. Je veux dire, tel sujet a évolué. Grand 1, avant, grand 2, après. Donc, la reprise du plan, ça va être, alors qu'à l'origine c'était comme ça, aujourd'hui c'est devenu comme ceci. La réponse à l'enjeu, c'est qualifier l'évolution. Et enfin, on a une troisième phrase qui va être une ouverture. Alors, je vais vous dire. Oui, tout à fait, tout à fait. Si jamais vous n'avez pas de conclusion, enfin, du moins, si vous n'avez pas le temps de faire une conclusion et que vous voyez une phrase un peu perspective, vous pouvez vous contenter de la mettre à la fin du grand 2B. Ça marche aussi. Ce sera une phrase conclusive et c'est pas si mal. Euh, alors, donc, la dernière phrase de la conclusion, c'est une phrase un peu spéciale, c'est une ouverture. Alors, pareil qu'on peut essayer de trouver dans le dossier, qu'il faut trouver dans le dossier. Euh, et alors,
c'est une tradition dans les concours administratifs, euh, enfin dans les concours de manière générale, c'est que si vous trouvez une ouverture, bon, pardon, voilà, trouvez une ouverture qui soit optimiste. Voilà. Ne finissez pas votre note de synthèse avec on va tous crever, pour dire les choses différemment. Donc, une ouverture optimiste. La vie est belle. OK? Bien. Donc, ça, c'était pour comment on appelle ça, la physionomie générale d'une note de synthèse. Est-ce que c'est clair? Est-ce que, bon, il n'y a pas grand-chose à en dire, hein. Est-ce que ça choque, ça vous choque pas particulièrement? C'est l'image que vous en aviez? Pas de réponse. Je pense que c'est clair. Bien. Alors, une fois que j'ai dit ça, euh, une fois que j'ai parlé de cette structure, il y a une autre chose qu'il faut bien avoir en tête lorsqu'on fait une note de synthèse, c'est le style. Je vous ai dit tout à l'heure que bah, on avait 4 pages. Je vous ai dit également que il fallait être précis dans les informations. Je vous ai dit aussi que dans la structure, on essayait de sauter le moins de lignes possible. Et pour continuer dans notre économie de place, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de style. Alors, à l'ENM, en général, alors c'est plutôt pour les premiers, deuxième et troisième concours, on a des candidats qui aiment bien écrire, qui sont très très volubiles, qui sont très très dissertation. Et effectivement, quand on fait une dissertation, on a tendance à vouloir expliquer, à vouloir prendre de la place et parfois utiliser des phrases qui sont plus des phrases de pur style et pas forcément des phrases de contenu. Or, dans la note de synthèse, il faut aller straight to the point. Excusez-moi pour cet accent anglais déplorable. Mais droit au but, comme disent les Marseillais. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut avoir conscience que lorsque je fais une note de synthèse, je ne fais pas une dissertation et je vais donc changer de style. L'idée, c'est de faire des phrases les plus simples possibles. Une phrase simple, c'est sujet, verbe, complément. Bon, celle que j'aime bien dire, c'est le petit chat joue dans le jardin. Je trouve que c'est vraiment la phrase qu'on peut garder en tête, mais qui peut se traduire de manière très juridique, hein. La Cour de cassation a censuré l'arrêt d'appel. On est exactement dans la même chose. Euh, Hop. Ah, une question. Cela avantage-t-il le candidat s'il connaît le sujet au préalable? Alors, c'est un peu le problème. Je vais vous parler un petit peu de mes expériences. Même si aucune information extérieure aux documents qui nous sont soumis ne doit être utilisée. Oui, alors, ne pas connaître le dossier, bon, ça dépend dans quelle mesure. C'est-à-dire que si on est très très éloigné du sujet, effectivement, on va avoir un peu plus de temps à essayer de comprendre de quoi il s'agit. Mais connaître trop le dossier, ça peut être aussi un handicap. Alors, je vais vous dire pourquoi. Bah, parce qu'on a un préjugé sur les articulations, sur les points importants à mettre en place. Ce n'est pas forcément des points que vous mettriez vous. En revanche, le dossier, il demande à ce qu'on sorte des éléments du sujet de manière très objective. Alors que vous, subjectivement, bah, vous allez vouloir appuyer sur d'autres choses qui vous paraissent plus importantes, et qui le sont peut-être d'ailleurs. Mais il faut rester dans l'orthodoxie du dossier. L'exemple que je vais vous donner, c'était en 2010. Ça remonte, hein, c'est il y a 15 ans. En 2010, je donne cours, c'était pour CRPA d'ailleurs, je donne cours de notes de synthèse, et j'ai un étudiant qui vient me voir et il me dit, mais monsieur, je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas quoi, ma note? Bah, j'ai eu 6 à ma note de synthèse. C'était une note de synthèse sur l'imprévision. On était juste au moment des arrêts Forestia, et évidemment qu'on se devait de faire une note de synthèse sur l'imprévision. Et l'étudiant me dit, mais vous m'avez mis 6, j'ai l'impression de ne pas avoir compris le sujet. Et il précise qu'il a fait un master 2 de droit des contrats à Paris 2. Et qu'il a fait son mémoire, qui plus est, sur l'imprévision. Donc j'avais affaire à un spécialiste, quelqu'un qui connaissait très bien le sujet. Bah, donc, je regarde sa copie, et puis effectivement, il a dit des choses qui étaient extrêmement intéressantes sur le plan juridique, mais il a surdéveloppé certains points du dossier, et d'autres points du dossier, il les a complètement évincés, ou il en a parlé en une phrase, alors qu'il méritait d'être un petit peu plus exposé au regard de l'objectivité du dossier.
Ah bah là, c'était pareil. Je lui dis, bah, vous avez fait une très bonne dissertation sur la prévision, mais c'est pas la synthèse du dossier. Et c'est la raison pour laquelle ils réussissent. Bon. Donc, effectivement, connaître trop un dossier, ça peut être handicapant. Et c'est pour ça que suivre la méthode, quoi qu'il arrive, connaître un dossier, là où vous allez être avantagé, c'est pour connaître, pardon, pas pour connaître, pour comprendre les informations et pourquoi pas les anticiper. Anticiper, c'est bien, mais suranticiper, c'est mal. Donc, voilà ce que je voulais vous en dire. Continuons sur la forme. Et bien sur la forme, enfin sur la rédaction, des phrases simples, d'abord, pas de phrases sans idée. Euh, Comment faire pour qu'un civiliste soit à l'aise le jour J si c'est un sujet de droit pénal qui tombe? Bah, là, je vais vous donner une réponse toute faite. Le droit, c'est que du droit. Qu'il soit pénal ou civil, peu importe. L'information se traite toujours de la même manière. Donc, imaginez, vous posez la question sur la distinction droit pénal, droit civil. Imaginez quelqu'un qui n'a pas fait de droit ou qui le voit de très très loin. Ça ne change rien. Les techniques et comment dire, les grands principes du droit restent toujours les mêmes. Alors effectivement, on sera peut-être moins, moins à l'aise avec l'élément légal, l'élément matériel, l'élément intentionnel, mais ça reste des conditions auxquelles il faut ajouter un régime. C'est toujours la même chose. Euh, donc je reviens donc à ce que je vous disais. Pas de phrase sans idée, c'est-à-dire pas de phrases creuses ou qui n'ont que seule vocation à présenter ce qu'on va dire. On le dit directement. On économise de la place. Deuxième chose, pas d'idée, pas deux idées, excusez-moi, pas deux idées dans la même phrase. Sinon, c'est compliqué, on ne comprend plus rien. Donc, une idée par phrase. Et on va éviter aussi toutes les phrases comme ça, c'est-à-dire, autrement dit, en d'autres termes, etc., etc. Pour une raison bien simple. C'est que si vous dites c'est-à-dire, ou autrement dit, bah, c'est que vous l'avez déjà dit, mais comme vous l'avez mal dit, vous le redites. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des phrases qui vont être tout de suite opérantes. Sur la rédaction, eh bien, sur la rédaction, je vous laisserai au fur et à mesure des copies pour lesquelles vous serez corrigé, vous faire sanctionner pour éviter tous les écueils. Mais en fait, des écueils en rédaction, il y en a pléthore en réalité. Il faut savoir quels sont vos défauts à vous, ceux qui sont personnels. Et ah, Benjamin pose une question intéressante. Allons-nous à la ligne à chaque nouvelle idée? Alors, la réponse est oui, mais pas à chaque nouvelle information. Je ne sais pas si je suis clair. Je vais la refaire. En fait, dans vos sous-parties, dites-vous qu'il y a trois idées, deux ou trois idées, pas plus. Et ces deux ou trois idées comportent elles-mêmes, on va dire, quatre informations. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore subdiviser d'une certaine manière les sous-parties. On va les subdiviser en paragraphes. Chaque paragraphe étant une idée. Donc, comme je vous l'ai dit, deux, trois idées, deux, trois paragraphes. Alors, on ne saute pas la ligne, mais on retourne à la ligne, comme vous avez dit, on fait un retour à la ligne et un alinéa pour bien montrer visuellement qu'il y a deux idées ou trois idées dans cette sous-partie. Vous savez, ça a certainement dû vous arriver de lire des textes qui sont en colonne comme ça, et puis où il n'y a jamais aucune respiration. C'est insupportable. C'est insupportable, on ne sait pas quelles sont les transitions d'idées, on ne sait pas quelles sont les articulations. Et donc, il faut être très attentif, pardon, phrase par phrase. Bah, c'est ce qu'on va éviter de faire. C'est qu'on va essayer de montrer à notre correcteur qu'on prend soin de Louis, sans soin de, pas de Louis. Louis n'a rien à voir ici, mais de lui plutôt. On prend soin de lui, c'est ça, et qu'on lui montre bien qu'on est ultra structuré. On a bien un plan en deux parties, deux sous-parties, mais même à l'intérieur, je vais structurer mes paragraphes par ce retour à la ligne et ce petit alinéa. Voilà. Comme ça, c'est beaucoup plus facile à lire pour lui, plus facile à corriger, et il vous en remerciera par une note généreuse. Enfin, je vous le souhaite. Bien. Donc, je disais, pareil pour la rédaction, c'est
au fur et à mesure de vos notes de synthèse, de vos corrections, de vos corrigés. Regardez. Ah, pour le style aussi, un conseil, inspirez-vous des corrigés. Les corrigés qui vont vous être donnés euh, sont rédigés de manière à être synthétiques eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on fait bien attention à faire des corrigés qui tiennent dans 4 pages. Donc, certes, les corrigés ne sont pas manuscrits, mais l'équivalent d'une copie manuscrite en dactylographié, c'est 1200 mots, entre 1200 et 1300 mots selon l'écriture. Bon, quand on fait un corrigé, on fait bien attention à rentrer dans ces 1300 mots pour vous montrer le style aussi. C'est pas seulement vous montrer la structure et le plan qu'on aurait pu faire, c'est vous montrer aussi comment on casse les informations. C'est ça la technique ici. Comment je vais caser toutes ces informations dans ce petit espace. Et donc, je suis obligé de m'astreindre à un style synthétique. Donc, c'est pas inintéressant de relire les corrigés pour justement s'inspirer d'un style et de dissertation à note de synthèse, pim, on switch. Bien. Troisième point sur cette première partie qui concerne la forme de la note de synthèse. Bah, troisième point, c'est les grandes règles. Les grandes règles que vous devez à tout prix respecter. La première, c'est euh, tout le dossier. Tout le dossier doit être cité. Et ne laissez pas un document sur le bas-côté. Ils doivent être tous cités. Alors évidemment, ils ont tous plus ou moins d'importance. Mais même un document qui vous paraît un petit peu éloigné du sujet, eh bien, il va falloir le rapporter au sujet. Alors, comment fait-on? Si on ne trouve pas de lien direct, c'est pas grave, il n'y a pas de lien direct avec le sujet, mais il y a forcément un lien indirect avec un autre document. Donc, c'est un document que je ne vais pas agréger à l'idée principale, au sujet principal, mais que je vais agréger à un autre document. Mais tous les documents doivent être cités et ils sont référencés. Donc, à chaque information que vous allez donner, vous allez mettre entre parenthèses le document et son numéro. Donc, pour vous montrer, je reprends mon tableau blanc. Hop, il arrive, il est là. Ça donne ça. Donc, je peux faire doc.8 par exemple. Donc, j'ai ma phrase. Hop, et je mets doc.8. Si jamais cette information est reprise par plusieurs documents, je fais doc.8 et 12. Et je peux aller jusqu'à 3 documents maximum. Donc ça fait 2, 8, doc 8, 9 et 12, comme ça. Vous voyez? Alors attention, ne mettez pas plus de 3 documents de référence. Même si vous avez une information qui est ultra récurrente, qu'on retrouve vraiment partout, on se contentera des 3 documents les plus pertinents ou de 3 documents, quels qu'ils soient. Mais on ne va pas faire doc 5, 6, 12, 14, 12, 19, 24, etc. Bien. Donc ça, c'est tout le dossier. Deuxième règle, doit-on citer les documents dans l'introduction? Oui. Alors, les documents qu'on va citer dans l'introduction, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'accroche et la définition de contexte. Voilà, c'est les deux phrases qui font l'objet d'une citation de document. L'enjeu et l'annonce de plan, il n'y a pas besoin, c'est votre ouvrage, ça. Ça vient forcément de vous. Tout va bien? Hop. Il y a une grosse question là-dedans. Une idée par phrase, mais s'agissant de la méthode, il faut à chaque fin de phrase mettre quel est le document qui se rapporte à cette idée. Donc, est-ce que c'est grave si on donne plusieurs idées, donc plusieurs phrases différentes à la suite qui se réfèrent au même document? 3 idées du document 5, est-ce que je les écris en 3 phrases? Alors, tout dépend. J'ai compris ce que vous vouliez dire. Tout dépend. Si jamais vous avez une idée qui se décompose en 2 phrases issues du même document, bah, c'est pas grave, je fais ma première phrase, puis ma deuxième phrase, et là, je mets le document. En revanche, si j'ai une même idée qui correspond à plusieurs documents, donc qui va être décomposée en plusieurs documents, par exemple, si je vous dis euh, le proxénétisme est prévu à l'article tant du Code pénal, document 8, qui prévoit une sanction particulière, document 9,
et peut justifier d'une expulsion, euh, peut justifier d'une expulsion euh, pour un étranger, document 12. Vous voyez? Là, c'est ma même phrase, si vous voulez, et dans la même phrase, bah, comme je veux traiter de la sanction du proxénétisme, eh bien, je vais décomposer en fonction des différents documents qui m'apportent ces informations. Donc là, j'arrive à faire une phrase en citant 3 documents, en une seule phrase. J'ai été clair? Je sais plus, moi, à partir d'une certaine heure, j'ai des doutes sur ma capacité à être totalement clair, précis et inconditionnel. Pas inconditionnel. Bon, s'il n'y a pas de... Euh, ah, si on est en difficulté pour comprendre un document, bah, c'est pas grave, il faut avancer. N'oubliez pas, votre ennemi principal, c'est le temps. Donc, vous inscrivez ce que vous comprenez de ce document. Il y a pas besoin. Si jamais vous êtes vraiment en difficulté, vous risquez de perdre trop de temps à vouloir essayer de comprendre quelque chose qui manifestement, sur le coup, vous ne le comprenez pas. Donc, ce qu'on fait, c'est que vous en tirez pardon, ce que vous comprenez, vous en tirez ce que vous comprenez, et vous comptez sur les documents qui vont suivre pour peut-être clarifier cette information. Et si jamais vous avez le temps, vous revenez dessus. Si vous n'avez pas le temps, vous passez à autre chose. L'essentiel, c'est qu'il soit cité. Je me souviens, j'ai eu un moment de solitude il y a plus d'une vingtaine d'années sur une note de synthèse. C'était une note de synthèse administrative, une note administrative sur l'évaluation. Et il y avait des documents très philosophiques sur la notion d'évaluation. Je dois bien avouer qu'à l'époque, j'avais encore peu d'expérience à l'époque, et j'ai eu du mal. J'ai eu beaucoup de mal. Grand moment de solitude. Bien. Deuxième règle de la note de synthèse, donc la première, on l'a vu, c'était tout le dossier. Deuxième phrase, alors c'est une phrase, elle est aussi importante, c'est rien que le dossier. Rien que le dossier. Alors qu'est-ce que ça signifie, cette deuxième règle? Ben, ça signifie que on ne peut pas apporter d'éléments extérieurs au dossier. Ça, c'est une des grandes particularités de la note de synthèse. Souvent, on la comprend bien, cette particularité. Pas d'éléments extérieurs au dossier. Alors, ça veut dire pas d'opinion personnelle, évidemment, mais aussi pas d'informations, même objectives. Toutes les informations qui nous intéressent sont dans le dossier. Donc ça, c'est le côté un petit peu rassurant, parce que la note de synthèse, on se dit, bah, c'est chouette, il n'y a, rien euh, y a rien à savoir finalement. C'est vrai, il n'y a rien à savoir, il y a tout à comprendre. Elle est belle cette phrase. Il n'y a rien à savoir, il y a tout à comprendre. Il faut que je la note. Je vais la noter. Euh, Alors, oui, mais le problème, c'est qu'on risque d'avoir des notes de synthèse qui peuvent être elles-mêmes subjectives, qui vont donner de l'opinion. Eh bien, c'est pas grave. C'est pas parce qu'une note de synthèse va dans un sens que vous n'êtes pas neutre en reprenant ce sens-là. En fait, vous allez dans le sens de la note de synthèse. Je vais vous donner un exemple. Prenons une note de synthèse sur les crimes contre l'humanité. Il y a plusieurs crimes contre l'humanité, vous avez plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, vous avez une note de synthèse dans laquelle vous avez que des conventions internationales et de la jurisprudence de la CPI, de la CIJ, de ce que vous voulez. Bon. Là, la note de synthèse va avoir un plan assez clair. Notion, régime. Un grand 1, qu'est-ce qu'un crime contre l'humanité? Grand 2, comment ça fonctionne juridiquement? Pourquoi? Bah, parce qu'il n'y a pas d'avis particulier, c'est simplement l'exposé du droit. Deuxième cas de figure, on a une note de synthèse au contraire très doctrinale avec beaucoup de presse. Ah bah, là, les gens vont un petit peu s'énerver sur la notion de crime contre l'humanité. Et on peut imaginer voilà, une note de synthèse qui soit orientée très droit de l'homiste. Évidemment, elle va dire, grand 1, les crimes contre l'humanité, c'est mal, évidemment, mais c'est les documents qui le disent que c'est mal, c'est pas vous. Donc la subjectivité du dossier n'est pas votre subjectivité, et vous devez objectivement traduire cette subjectivité du dossier. Je ne sais pas si j'ai été clair non plus. Si, ça va? Oui, c'est clair, merci. Bon. Donc, cette traduction de la subjectivité, elle est objective. Mais là où ça devient compliqué, c'est lorsque vous avez un dossier qui va complètement à l'encontre de vos opinions.
Alors, tout dépend des sujets, vous allez me dire, mais sur les crimes contre l'humanité, ça peut être sensible. Imaginez que vous ayez une note de synthèse avec, cette fois-ci, des auteurs, voilà, où on se met d'accord pour dire qu'ils sont un peu limites, hein. Vous avez des extraits de Mein Kampf, hein, vous avez des discours de Kim Jong-un, je sais pas moi, enfin, des gens sympathiques comme ça. Bon, bah, en fait, il va falloir dire dans votre note de synthèse, évidemment, je grossis le trait, hein, je ne suis pas en train de dire que ça peut arriver, ça n'arrivera pas, j'en suis quasiment sûr, mais c'est pour grossir le trait. Mais il faudra dire dans votre note de synthèse, grand 1, les crimes contre l'humanité, c'est utile, grand 2, comment faire la promotion des crimes contre l'humanité. C'est dur, hein, et il faudra l'écrire, c'est ce qui sera peut-être le plus dur. Mais c'est pour vous dire, voilà, si le dossier est subjectif, c'est pas grave, mais il faut retracer la subjectivité du dossier, même si vous n'êtes pas d'accord. Bon. Bien sûr, il n'y aura rien d'aussi grossier au concours. Dernière règle que je vais vous donner, ça c'est une règle qui va nous servir pour plus tard. Parce que quand on fait une note de synthèse, on a toujours une espèce de petit animal sur l'épaule qui nous dit toujours cette espèce de phrase, hein, attention, tu vas rater une information importante. La question fondamentale que se posent les candidats quand ils font une note de synthèse, c'est qu'est-ce qu'une information importante? Qu'est-ce que je dois relever? Bah, d'abord, une information importante, bah, c'est une information juridique. On fait une note de synthèse juridique. Donc euh, on va être sensible dès qu'on a une information juridique. Une jurisprudence, un article de code, une loi, etc. Tout ça, ce sont des informations juridiques qui nous intéressent. Des conditions, des effets. Donc ça, on relève. Alors, toutes les notes de synthèse, comme l'open data des décisions de justice, c'est pas une note de synthèse qui est ultra juridique. Donc, si la note n'est pas, si le sujet n'est pas super juridique, il l'est un peu évidemment, mais s'il n'est pas super juridique, c'est pas grave. On retiendra des informations autres. Et deuxième chose, c'est surtout ça qui est important, une information importante est une information récurrente. Plus elle est répétée, plus elle est importante. Plus elle est répétée, plus je dois être précis sur cette question-là. Ça, c'est fondamental. Et au final, les méthodes que je vais vous montrer, bah, c'est des méthodes qui nous servent à repérer ces récurrences. Et une fois qu'on les a bien repérées, eh bien, le plan devient presque évident. On verra ça tout à l'heure. Information importante est une information récurrente. Ce qui m'amène à un dernier point sur cette première partie. Et ça y est, j'ai oublié. Ah ben non, j'ai pas oublié. Qu'est-ce qu'une bonne copie? Pour savoir ce qu'est une bonne copie, il faut se focaliser sur le correcteur, parce que c'est lui qui corrige et c'est lui qui vous dit si c'est bien ou c'est pas bien. Alors, selon le correcteur, qu'est-ce qu'une bonne copie? Ah bah, ça dépend de sa méthode de correction. Et en général, les correcteurs corrigent à peu près toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'il ouvre la copie, il regarde vaguement l'introduction pour savoir si vous savez écrire, pour savoir si vous avez bien vu l'enjeu, si elle est suffisamment courte, bien formatée. Enfin, c'est très visible, en une fraction de seconde, il le voit. Et deuxième chose, il regarde le plan. C'est la deuxième fraction de seconde. Et très rapidement, je me fais une idée sur le dossier. Enfin, sur la note plutôt. Le dossier, j'ai déjà mon idée, mais sur la note. Quelle idée je me fais? Bah, si vous avez une... Vous savez, dans une note de synthèse, il n'y a pas 50 plans. Il y en a un. Peut-être un deuxième alternatif, mais pas plus. Qu'est-ce qu'on nous demande dans une note de synthèse? C'est on nous demande de retracer les thèmes, les axes importants du dossier. Euh, Le respect de la forme compte autant que la compréhension du fond de la note de synthèse. Alors, ça compte autant, mais oui, alors la forme est impérative. En fait, disons que avec le fond, vous gagnez des points, avec une mauvaise forme, vous en perdez. C'est-à-dire que la forme, on s'attend à ce qu'elle soit nickel. Tout ce que je vous ai dit globalement. Et si jamais il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, bah, ça peut aller à la baisse. Il faut plutôt voir les choses comme ça. Euh, je reprends sur ce que je disais, et je disais, ah bah mince, j'ai oublié. Je parlais d'un truc. Ah oui, si, je parlais de la bonne copie.
Donc, je regarde le plan et je disais, en fait, comme je vous disais, il y a un plan, voire un deuxième plan alternatif, rarement un troisième. Pourquoi? Bah, parce que ces documents-là traitent d'informations qui nous amènent, en fonction des récurrences, à traiter ces axes-là. Donc, il y a certains axes qui sont attendus, 4 en général, qu'on veut voir ressortir dans le plan. Donc, première chose, est-ce que votre plan reprend les axes attendus? Deuxième chose, est-ce que ces axes sont articulés de manière cohérente et logique? C'est là où on finit par affiner le plan et dire, bah, il n'y en a qu'un ou deux. Et la troisième chose, c'est est-ce que ces thèmes sont clairement énoncés dans vos titres? En fait, il faut que vos titres soient à la fois concis, et c'est toute la problématique, mais aussi précis. C'est-à-dire qu'ils doivent décrire relativement bien ce qu'il y a dans la sous-partie, tout en ne dépassant pas une ligne. Vous voyez l'idée? C'est pas facile, hein? Bon. Alors, pour ça, je vais vous montrer ma petite technique de titre, toujours intéressante. Hop, un titre, je sais pas si vous voyez bien, un titre, c'est ça. Voilà. Là, on a une formule magique pour faire un bon titre. Je précise. Le titre, il est composé d'abord, alors, du sujet, si on est dans le 1 ou le 2. Titre 1 ou 2, on va on va rappeler l'intitulé du sujet. Donc ici, l'open data, pour la note de synthèse qu'on verra tout à l'heure. Sujet, si on est dans le 1 ou le 2. Donc je mettrai open data des décisions de justice. Ensuite, l'objet, c'est-à-dire de quoi je parle dans cette sous-partie. C'est-à-dire quel est l'élément du sujet que je vais cibler. Ensuite, je vais qualifier cet élément, donc un élément qualifiant, c'est le EQ, voire même le dynamiser, élément dynamique. C'est-à-dire un mot qui va suggérer un mouvement, un dynamisme dans ma partie. Ça peut donner ça. Par exemple, j'ai une note de synthèse sur le président de la République, c'est mon sujet. Là, je ne l'ai pas inventé, c'est l'intitulé. Dans ma partie, je veux parler des pouvoirs. Bon, les pouvoirs du président de la République. Mais il s'avère que le président de la République, il a des pouvoirs qui sont ambivalents. Il avait d'abord des pouvoirs d'arbitrage dans la Constitution, et on s'aperçoit qu'il a des pouvoirs politiques par la suite. Bah, les pouvoirs ambivalents du président de la République. Bon. Et si je veux montrer que cette ambivalence est née de la pratique, eh bien pourquoi? Pourquoi pas les pouvoirs euh, euh, l'émergence de pouvoirs ambivalents, avec un S. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait n'importe quoi. Ah, mince. Comment ça fonctionne? Euh, j'ai fait une bêtise avec mon truc. Bougez pas l'arrière. Voilà, et voilà, c'est bon. L'émergence de pouvoirs ambivalents, voilà, c'est ce que je voulais faire, c'était corriger ma faute d'orthographe, du président de la République. Bon, alors ici, c'est un peu particulier parce que je considère que c'est un grand 1, donc c'est pour ça que le titre a l'air un peu long. Voilà, si on regarde, c'est un peu long. Mais si c'est un grand A ou un grand B, j'ai plus besoin de mettre président de la République, et voilà mon titre, l'émergence de pouvoirs ambivalents. Vous voyez? Et en fait, avec deux mots, ambivalent et émergence, bon, ben, déjà, j'ai les pouvoirs, donc je sais que je vais traiter des pouvoirs dans ma partie. Ensuite, le fait que ce soit ambivalent, ben, je sais qu'il y en a plusieurs types, et qu'ils sont pas très clairs. Et ensuite, l'émergence, c'est de dire, ben, c'est le mouvement, c'est que c'est venu avec le temps. Vous voyez? Donc j'arrive à traduire dans ma sous-partie, avec mon titre, tout à fait le contenu de cette sous-partie. Voilà. Hop.
C'est pour vous montrer. Des questions sur les titres? Ça va? Bon. Si bien que, en lisant tous les titres les uns à la suite des autres, s'ils sont cohérents et qu'ils reprennent bien les thèmes attendus, ben en fait, on s'aperçoit très rapidement euh, que le dossier, on le comprend très vite. On n'a presque pas besoin de lire ce qu'il y a à l'intérieur. On sait où ça va. Et ça, c'est un bon point. Et à ce moment-là, et c'est là où je voulais en venir, votre correcteur va s'imaginer une note provisoire, évidemment, mais une note favorable. J'ai tout. J'ai bien les axes que je voulais, dans une cohérence de plan tout à fait acceptable. Bon, il n'y en a pas 50, avec des titres qui me disent bien à chaque fois ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, c'est une note qui peut valoir 13, peut-être 14. Ensuite, j'ajuste. Si à l'intérieur de mes sous-parties, j'ai bien deux, trois idées visibles et bien articulées, avec les bonnes informations, et je l'ai dans les quatre sous-parties, le 14-15, on y est bien. Si en plus de ça, vous avez un style synthétique, sans faute d'orthographe, sans erreur de style, eh bien, on arrive au 16-17 sans problème. Alors, peut-on utiliser des formules utilisées dans les titres des documents pour faire nos titres? Alors, vous pouvez vous en inspirer si ils ont cette vocation à être neutres. Neutres. Euh, mais parfois, et souvent même, les auteurs des documents sont rarement dans des titres neutres. Mais si jamais vous en voyez un qui correspond un petit peu à ma petite formule, alors ma formule, elle n'est pas, attention, ma petite formule, elle n'est pas universelle. C'est un truc si jamais vous avez du mal à construire un titre. Voilà. Mais si naturellement vous faites des très bons titres, faites, faites- faites comme, venez comme vous êtes. C'est McDo. Je ne fais pas de pub pour McDo. Mais enfin, venez comme vous êtes. Maintenant, s'inspirer de titres, oui, s'ils correspondent bien à ses prérequis. D'autres questions sur les titres? Ils sont fondamentaux, hein. Ils sont fondamentaux parce que réellement, c'est eux euh, euh, qui vont vraiment orienter comment on appelle ça, votre correcteur. Si moi j'ai peut-être une question, alors peut-être une question bête, mais Il n'y en a pas. si on a un plan, donc des titres qui sont, comment dire, qui correspondent aux attendus, mais que l'intérieur est pas suffisant. Enfin, ce que je veux dire, c'est est-ce que le plan, est-ce que la notation, en fait, elle s'appuie sur l'ensemble, elle dépend de l'ensemble, ou on a des points, si par exemple un trou allait bien, le plan est bien, etc. Alors, ça, ça dépend des concours. La plupart du temps, et ce qui est le cas pour le NM d'ailleurs, c'est qu'on recherche les axes, on voit, enfin, c'est les recommandations qui sont données, mais après les correcteurs sont libres. C'est ça la difficulté. C'est que les correcteurs sont libres, et puis souvent, bon, je ne me suis pas arrêté dessus, mais on peut avoir des correcteurs qui sont très stricts sur des règles qu'on qu'on n'imagine même pas, et d'autres correcteurs qui s'en moquent totalement. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui peuvent faire gagner ou faire perdre des points, mais ça dépend du correcteur. Ensuite, euh, le plan, c'est très bien, mais c'est ce qui va orienter le correcteur, mais c'est pas ce qui va être déterminant. C'est simplement le dire, j'ai une bonne orientation, le plan est bon, mais en général, quand le plan est bon et que les titres sont bien faits, bah, on s'attend à avoir des bonnes informations à l'intérieur. Mais si jamais, à l'intérieur de mon plan, je vois que les paragraphes, les informations ne sont pas forcément celles attendues, ou il y a des petites erreurs de compréhension ou d'articulation, bah, là, ce 13-14 que j'avais imaginé, bah, il va descendre. 12-11-10, évidemment. Peut-être 9. Voilà. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que il faut polariser, et c'est peut-être le premier objectif, c'est polariser votre correcteur dans de bonnes conditions. C'est-à-dire, euh, qu'il ait envie immédiatement de vous mettre 13-14. Pas grave s'il descend un petit peu, mais tout de suite qu'il se dise, tiens, là j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Est-ce que les correcteurs ont les mêmes attentes au plus?
d'attente envers les candidats du concours professionnel par rapport à ceux des premiers, deuxième et troisième concours? C'est une bonne question. Non, pour avoir suivi les différents concours de NM, j'aurais tendance à dire que les attentes sont un peu les mêmes. La seule chose qui change, c'est le correcteur que vous avez en face. Voilà. Et ça, c'est un peu le X de l'équation. Faire une bonne note de synthèse, vous y arriverez. Maintenant, sur les attentes spécifiques de chaque correcteur, c'est très personnel. Je ne peux pas vous garantir que vous aurez 17 à chaque fois, à chaque coup. Parce que bah, vous allez avoir des correcteurs qui vont avoir des petites exigences, alors, parfois qui sont presque inconscientes, qu'on peut pas anticiper forcément. Alors, moi, en général, quand je fais un cours de notes de synthèse, j'essaie de trouver, de donner les indications les, les plus strictes possibles. Bah, les correcteurs sont des magistrats, la plupart du temps. Bien. Voilà pour cette première partie. Si vous avez d'autres questions, sinon je passe à la seconde. Seconde partie, les méthodes. Alors, les méthodes pour faire une note de synthèse, enfin, je vous en donne deux. Je vous en donne deux parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Il ne faut pas se perdre non plus dans les différentes méthodes. Euh, Deux qui sont suffisamment différentes dans leur logique, mais qui aboutissent au même résultat quoi qu'il arrive, parce que c'est le but. Euh, la première, que je vais appeler méthode linéaire, pareil, est-ce que je reprends un tableau? Oui, je reprends un tableau. Euh, En fait, les méthodes, elles se comprennent au regard du temps. Et le temps, oui, c'est de l'argent, je sais, mais c'est pas que ça. Euh, le temps, en note de synthèse, il est extrêmement important à gérer. Et donc, on vous dit souvent, quand vous faites une note de synthèse, il faut bien faire attention. Ah, mais j'y arrive pas, je ne sais pas pourquoi. Euh, voilà, on va faire ça comme ça. Hop. Je vais essayer de découper le temps de votre note de synthèse selon les différentes étapes attendues. Oh, c'est pénible. Voilà, comme ça. Et comme ça. Voilà. Bon, les différentes étapes, on les connaît. C'est d'abord une étape d'analyse auquel on peut accorder jusqu'à 20 minutes, selon les méthodes. Une étape de lecture, prise de notes, qui dure en général 2 heures. Une étape de plan, auquel on va accorder 30 minutes. Et une étape de rédaction, qui va durer 2 heures également. Et on va finir quand même avec 10 minutes de relecture, comme ceci. Ça donne ça, ça donne ça, ça donne ça. Voilà. Bien. Alors, ces étapes, bon, alors, vous allez avoir d'autres profs qui vont vous donner à 10 minutes près des choses un peu différentes. Peu importe. Peu importe, parce que après tout, c'est vous qui allez adapter ce temps en fonction de vous. Pour une raison bien simple, c'est que parmi vous, vous écrivez, il y en a certains d'entre vous qui doivent écrire très rapidement, d'autres moins rapidement, d'autres qui vont lire plus rapidement, d'autres moins rapidement. Bon. Là où ça devient délicat, c'est quand on lit lentement et qu'on rédige lentement. Là, il va falloir travailler soit la rédaction, soit la lecture pour aller plus vite. Parce que le, le temps n'est pas extensible, malheureusement. Qu'est-ce que je voulais vous dire à propos de ça? Alors, si, je voulais vous dire quelque chose d'important, c'est que le temps le plus important, c'est celui de la rédaction, parce que c'est le produit fini. Il faut à tout prix que vous réserviez votre temps, le temps nécessaire, enfin, le temps qu'il vous est nécessaire à rédiger. Voilà. Quelle que soit la qualité de votre note de synthèse, il faut la finir. Une note de synthèse moyenne, ça vaut 9-10. Allez, 8, 9, 10, admettons. En revanche, une note de synthèse pas finie, ça vaut 4 ou 5.
quelle que soit la qualité d'ailleurs de la note. Bon, là encore, ce que je vous dis, c'est sous réserve de votre correcteur. Bien. Une fois qu'on a dit ça, bah, ce qui m'intéresse, c'est les méthodes. Et les méthodes, elles vont jouer, c'est en tout cas celles que je vais vous montrer, elles vont jouer en fonction d'un facteur qui est extrêmement important dans ce temps. C'est votre niveau de concentration qui fait ça, voilà, à peu près, qui fait ça pendant toute la note de synthèse. Au début, vous êtes au top, vous êtes caféiné, vous avez pris 3 jus d'orange et d'autres produits que certainement illicites. Et, mais le problème, c'est qu'au bout de 5 heures, c'est 2 heures de lecture, ce travail intellectuel de plan, plus la rédaction, à la fin, vous êtes liquide, voire gazeux. À chaque fois, je me souviens quand j'allais à la sortie des amphis de mes étudiants, quand ils passaient la note de synthèse, je leur disais alors quel était le sujet? Et ils me répondaient comme ça, alors qu'ils avaient passé 5 heures dessus, je sais plus. Tu as passé 5 heures dessus quand même. Oui, mais c'est parce que bon, bah, le cerveau, il fonctionne comme il peut fonctionner. Bon, toujours est-il que les méthodes que je vais vous proposer, eh bien, soit elles nécessitent de réfléchir à ce moment-là, donc au moment du plan, c'est la première, c'est la méthode linéaire dont je vous ai parlé, mais je vais vous présenter une deuxième méthode, peut-être un peu plus originale, qui nécessite rien d'ailleurs, qui nous fait réfléchir plutôt à ce moment-là. Vous voyez? Bon. Entre les deux, ce sera en fonction de vos préférences. Alors, je vais commencer avec la méthode linéaire, la première, celle qui demande de réfléchir au moment du plan. C'est la plus classique, c'est la plus sympa. Enfin, la plus sympa. En tout cas, c'est celle qui fait le moins peur. Vous allez comprendre pourquoi. Eh bien, parce que quand vous faites cette méthode, votre analyse, elle est assez simple en fait. L'analyse, c'est quoi? C'est regarder la page de garde et puis essayer de prendre quelques informations. Alors d'abord l'intitulé. L'intitulé, j'essaye de voir s'il me dit quelque chose, s'il me fait penser à quelque chose. Le but, c'est d'anticiper. Le but, c'est de ne pas se laisser surprendre par le dossier. Premier point. Donc, intitulé, est-ce que ça me dit quelque chose? Alors, on ne fait pas une dissertation, hein, on ne fait pas un brainstorming trop long. Et en quelques mots, est-ce qu'il y a des mots-clés qui me viennent? Deuxième chose, je regarde la page de garde et j'essaye de voir quels sont les différents types de documents. De la presse, de la jurisprudence, des lois, de la doctrine, etc. Troisième étape, je regarde les dates des documents. Soit j'ai des dates très ramassées et actuelles, soit j'ai des dates avec un prisme temporel très très large, et dans ce cas-là, j'ai peut-être une évolution dans le sujet. Pareil, tout ça me sert à essayer d'anticiper. Mais ça, cette analyse, ces 3 questions que je vais me poser au départ, allez, ça va durer 1 minute à tout casser. Ensuite, toujours dans l'analyse, ce que je vais faire, c'est que je vais organiser ma lecture. Voilà le but de la méthode linéaire, c'est d'organiser sa lecture, et ce, en fonction d'une présomption. La présomption, c'est de dire, il y a certains documents qui, par leur nature, sont plus difficiles à lire, et des documents qui, par leur nature, sont plus simples à lire. Donc, je vais les classer comme ça. Et pourquoi je le fais? Parce que je prends en compte cette concentration qui baisse, qui baisse, qui baisse, qui baisse. Tant que je suis frais, je vais lire les documents présumés plus durs, pour qu'il me reste à la fin, quand je commence à vraiment défaillir, qu'il me reste que des documents relativement simples. C'est logique. Et donc, ce classement, cette présomption, c'est la suivante. Je vais commencer par les documents que je vais appeler les documents subjectifs. Ces documents subjectifs, c'est la doctrine. Alors, elle est riche, la doctrine. Elle est parfois puissante. Elle est parfois complexe. Mais elle a un atout majeur, c'est qu'elle va me donner les enjeux juridiques du sujet de manière synthétique. Plus les informations, plus certaines informations. Bon, donc ce qui fait que je vais la lire en premier. Doctrine, alors ce que je mets dans la doctrine, c'est la doctrine et les rapports publics, par exemple. En fait, tous les documents qui sont un peu techniques, juridiques. Je les lis en premier et je les lis dans l'ordre
antéchronologique, du plus récent, c'est-à-dire celui qui va me donner les problématiques actuelles et pourquoi pas l'évolution du sujet, au plus ancien. Ensuite, ce que je vais faire, c'est je vais lire les normes. La loi, la constitution, des directives, les traités internationaux, des décrets, des arrêtés, ce que vous voulez. Ça, je lis dans un deuxième temps. Et je vais les lire dans l'ordre chronologique. Comme ça, je montre une évolution législative, une évolution réglementaire, ce que vous voulez. Euh, Alors, je peux aussi, si jamais j'ai plusieurs sources de normes, séparer la loi, les décrets, ou la constitution, la loi, les décrets. Donc, j'utilise ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Ensuite, je vais lire la jurisprudence, celle qui va appliquer ces normes. Et pareil, je la lis dans l'ordre chronologique. Faire une construction jurisprudentielle, plus facile que de faire une déconstruction jurisprudentielle. Alors, si jamais j'ai plusieurs juridictions, je peux aussi les séparer. Tous les arrêts du Conseil d'État d'un côté, tous les arrêts de la Cour de cassation de l'autre, tous les arrêts de la première chambre civile ou de la deuxième chambre civile, tous les arrêts de la chambre criminelle. Vous voyez, c'est aussi une possibilité. Ça permet d'organiser sa lecture. Et enfin, je vais lire la presse. Je lis la presse à la fin. Il n'y a qu'un seul cas, il n'y a qu'un seul cas où je vais inverser cet ordre, où je vais commencer par la presse éventuellement, c'est lorsque effectivement le dossier ne me dit absolument rien. Mais rien. Rien du tout. Si jamais c'est du vague de chez vague, ou que c'est un sujet que j'avais même pas pensé, eh bien dans ce cas-là, je vais lire la presse en premier parce que elle a une vocation pédagogique pour les personnes qui ne sont pas spécialistes, qui ne sont pas juristes, justement. Donc, je lirai la presse en dernier, en premier, pardon. Ça va? Pas de question particulière? J'accuse de ma clarté absolue. Alors, une fois que j'ai fait ce classement, alors pareil, le classement des documents, c'est pas compliqué, en 5-6 minutes, c'est fait. Il n'y a pas besoin de prendre 20 minutes. Ce que je fais, c'est que je prends un stabilo, Oh, mince. Voilà. Ce que je fais, c'est que je prends un stabilo, je surligne tout ce qui est doctrine en jaune, je surligne tout ce qui est loi en rose, tout ce qui est jurisprudence en vert, et puis en bleu, ce qui est presse. Oui, on peut faire une bonne. Oui, 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 Benjamin. Le but, en fait, vous êtes censé pouvoir faire des notes de synthèse sur tout et n'importe quoi. Sur tout et n'importe quoi. Peu importe le sujet. Tant que, tant que c'est en français. Voilà. Je pense que si vous avez une note de synthèse en tchèque, ça va être plus compliqué. Mais tant qu'on a le langage, on peut tout comprendre. Bien. Alors, une fois qu'on a notre ordre de lecture, en fait, on va l'utiliser. Moi, ce que je fais, c'est ce que je vous conseille, c'est de le faire par le biais d'un tableau. Alors, lorsque le sujet comprend deux notions, y a-t-il une stratégie particulière à suivre? Alors, oui, vous pensez un petit peu à la dissertation, c'est-à-dire vous dire, bon, c'est A dans B, B dans A. Euh, non, pas de stratégie. On regarde le dossier et ensuite, on analyse le dossier et ensuite on essaye de voir s'il y a un plan qui peut permettre ce genre de choses. Mais dans un premier temps, application de la méthode. On ne va pas essayer de déduire un plan d'un intitulé. C'est là où ça diffère aussi de la dissertation. En fait, c'est ça qui doit être opposant, c'est que le dossier ne vous laisse pas le choix sur le plan. Et c'est ce qu'il faut, c'est que vous vous laissiez faire par le dossier d'une certaine manière. Bien. Alors, dans cette méthode, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est la lecture prise de notes. Lecture prise de notes, c'est d'une part, je mets mes références ici, références. Là, mes informations sur les documents. Et enfin, ici, je vais y mettre mes thèmes et récurrences. C'est ce que j'appelle la méthode aller-retour. Vous allez comprendre pourquoi. Hop.
Pourquoi? Bah, parce que ici, d'abord, bah, je mets ma référence. Premier document qui m'intéresse, premier document de doctrine, le plus récent, je vais l'appeler le document 6. Je mets un petit dé pour dire que c'est la doctrine, et je mets sa date. 2000, ah non, vous passez le concours en 2026. 2026. Voilà. Hop, comme ceci. Bon. Et je vais noter les informations afférentes à ce document. Alors, pareil, hein, c'est juste pour vous montrer, donc je n'ai pas d'idée particulière. Première idée, deuxième idée, troisième idée, quatrième idée, etc. Et une fois que j'ai résumé, parce que là, il s'agit vraiment d'un résumé, une fois que j'ai résumé le document ici, eh bien ici, je vais noter les mots-clés afférents à ce que j'ai dit. Par exemple, on parle de pouvoir, on parle de responsabilité, et on parle d'une réforme. Je dis n'importe quoi, évidemment. Hop, et je passe au document suivant. Document suivant, c'est de la doctrine, toujours. C'est le document 9. Encore une fois, je dis n'importe quoi, c'est toujours de la doctrine, donc je mets un petit dé. Il est moins récent, il est 2024. Et là, pareil, je vais noter les informations du document. Tac, 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 tac. Ah, il y a une information que j'ai déjà notée dans le document 6. Ce que je vais faire, c'est que je vais voir l'information en question, et je mets ici doc 9. Je ne réécris pas l'information, c'est une perte de temps. Voilà. Et là, pareil, une fois que j'ai fini, eh ben, je note les thèmes. Ah, ben, l'information qui était récurrente, c'est celle des pouvoirs. Mais on me reparle aussi de la responsabilité. Et puis, il y a une grosse critique. Voilà. Donc, je mets un, deux ou trois thèmes, ça dépend de la richesse du document. Là, c'est trois thèmes. Bon. Et je continue comme ça. En fait, toute la lecture, prise de notes, je prends ma référence, je prends mes informations, je note le thème et récurrence et je recommence. Document suivant, les informations, thème et récurrence. Le but, c'est qu'une fois qu'on a fini, on fait le retour. Là, c'était l'aller. Et le retour, en fait, c'est assez simple. Je fais mon plan avec les thèmes et récurrences. Donc, je vois tous les thèmes qui reviennent souvent. Et plus ils reviennent, plus c'est une sous-partie. Une fois que j'ai mes quatre idées qui ressortent de ma troisième colonne, je les articule pour essayer de trouver une articulation logique. Et je fais un plan détaillé en mettant les informations qui sont dans la deuxième colonne, que je référence avec les informations de la première colonne. Ça va, c'est clair, cette méthode? Assez simple, hein? Alors, pour les arrêts d'appel, de cassation, etc., notre lecture se porte directement à la décision. Ce que vous voulez dire, Benjamin, c'est on se contente de la solution, c'est ça? Oui. Alors, je vais vous répondre, oui, mais ça dépend. Vous vous attendiez pas à ça, hein. Oui, mais ça dépend. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, tout dépend de l'arrêt que vous avez je vais vous le dire. Tout dépend de l'arrêt que vous avez à synthétiser. Soit c'est un arrêt, on va dire, d'illustration. Bah, dans ce cas-là, oui, on va se contenter de la solution. Oui, dans cet arrêt, la Cour avait jugé favorablement. Peu importe, n'importe quoi. Bon. C'est une simple illustration. Mais si cet arrêt, vous voyez qu'il est répété deux, trois, quatre fois, bah, ça veut dire qu'on me demande, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'on me demande d'être précis sur l'arrêt. Donc si vous avez trois, quatre fois la même référence, bah, je vais peut-être y rajouter des faits. Et pourquoi pas ce que disait la cour d'appel? Ou pourquoi pas ce que disait le pourvoi? Pour enfin dire la solution de la Cour de cassation. Vous voyez? Mon choix, sur la précision que je mets dans un arrêt, il va se porter sur sa récurrence. Alors souvent, la plupart du temps, c'est des arrêts qui sont là pour illustrer. Mais je repense à ce que j'ai fait mercredi dernier sur la correction de l'ENM 2025, donc à propos du référé pénal environnemental. Il y avait un arrêt de 2020 sur la Brévenne qui revenait trois fois. Ah bah là, je vais me prendre un petit peu de précision quand même, tout simplement. Mais la majeure partie du temps, Benjamin, pour vous rassurer en tout cas, c'est effectivement la solution qui nous intéresse, sauf si récurrence. Bien. Ça va? Euh, Alors, tout ne va pas tenir sur une page. Que recommandez-vous pour ne pas se perdre dans ces brouillons? Alors,
Non, évidemment, ça ne tiendra pas sur une page. Les brouillons, on peut dire 4-5 pages de brouillon, c'est bien. Une page qui va nous servir à faire le plan à la fin, donc une page récapitulative si vous préférez. Et après, on peut avoir, vous voyez, si on suit ce tableau-là, 4 pages, alors pas recto verso, 4 pages recto. On n'écrit pas sur les versos, seulement sur les rectos. Pourquoi? Bah, parce que vous allez avoir besoin à un moment ou à un autre d'étaler votre brouillon, plus ou moins, hein, parce que la place n'est pas extensible dans les salles d'examen. Mais vous allez avoir besoin d'étaler un peu votre brouillon pour prendre du recul sur les informations. Donc, on va éviter de faire systématiquement le retourner de page recto verso. C'est un peu contre-productif. C'est bon? Je vous pose une question, ça me permet de vapoter, hein. Je sais pas si vous avez vu. J'espère que la fumée ne vous dérange pas. Non, ça va? Si vous ne dites rien, c'est que ça va, je crois. Bon. Toujours est-il que cette méthode, elle est assez simple, enfin en tout cas à réaliser. Elle est assez simple, elle permet d'être progressif. Voilà. Le seul petit bémol de cette méthode, c'est que bah, en fait, ma troisième euh, case thème et récurrence, bah, parfois on a beaucoup, beaucoup de thèmes. Parce que comme on n'a pas de recul sur ce que dit le dossier, bah, on va prendre des sous-thèmes qu'on va noter. Et le seul moyen pour savoir ce qu'on doit garder, c'est de voir ce qui se répète. Donc ne pas hésiter à reprendre exactement les mêmes mots-clés si vous vous apercevez que ces idées-là rentrent dans la même. Vous voyez, par exemple, vous pouvez avoir un document qui va traiter des conditions de fond, un autre document qui va traiter des conditions de forme ou de telle autre condition d'un sujet. Bah, mettez ça sous l'angle condition. Comme ça vous permet de regrouper. Bien. La deuxième méthode. Alors là, dans la partie information, dans quelle mesure faut-il être détaillé? Ah, ça c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que c'est variable. Il y a quelque chose qui est assez perturbant, c'est que le premier document que vous allez résumer dans la partie information, comme vous n'avez pas de recul, il va être très détaillé. Il va être très détaillé, beaucoup plus que les autres. Et en plus, c'est un document de doctrine, souvent assez riche, etc., etc. Mais les documents qui vont suivre, ils vont être beaucoup moins détaillés. Pourquoi? Bah, d'abord parce qu'il y a des redites. Donc les redites, comme je vous l'ai dit, on ne les réécrit pas. On note la référence dans le document qui l'avait dit une première fois. Et ensuite, bah, on va avoir peut-être une vision un petit peu plus fine au fur et à mesure de ce qui doit être retenu et ce qui ne doit pas être retenu. Donc c'est pour ça que le premier document, faut pas s'affoler s'il prend beaucoup de place. On l'élaguera plus tard. Et comme on n'a pas de recul, on prend le maximum d'informations tout de suite. Bien. D'autres questions? Avant que je passe à la dernière et ultime méthode. Eh ben, je passe à la dernière et ultime. Ah, pas de question. Très bien. Donc, la dernière méthode, c'est ce que j'appelle la méthode thématique. Alors, j'ai plus besoin de, j'ai plus besoin de tableau. La méthode thématique, elle nécessite cette fois-ci de prendre bien 20 minutes. On a besoin de ces 20 minutes pour analyser le dossier. 20 minutes parce que pendant 20 minutes, on va faire un premier scan du dossier, c'est-à-dire qu'on va le feuilleter entièrement. On va le feuilleter entièrement pour trouver les informations importantes. Et vous allez me dire, mais en 20 minutes, comment on fait pour trouver les informations importantes? Bah, c'est qu'on va utiliser des critères. Le premier critère, je vous l'ai dit, c'est les informations récurrentes. Donc on va regarder bien sûr, on ne va pas lire le dossier, c'est un premier scan dans lequel on va s'arrêter sur ce qui saute aux yeux. Parce que un deuxième critère d'une information importante, c'est une information qui se voit. C'est une information visible. Et qu'est-ce qu'on voit dans un document? Bah, les titres, les chapeaux, les sous-titres, le plan. Et si j'ai pas ça, alors, le dernier attendu de la Cour de cassation, si c'est un arrêt,
l'avant-dernier considérant du Conseil d'État, si c'est le Conseil d'État. Donc, toutes ces choses-là, et avec l'expérience, vous allez voir, on finit par trouver où est cette information, parce qu'elle est visible. Le titre, il est fondamental. Le titre, il sert à un auteur à être lu. Si j'ai un titre qui est complètement flou, il y a peu de chances qu'on me lise. Donc, je vais dire très clairement de quoi je parle dans mon article. Et donc, à ce moment-là, je vais pouvoir déterminer un thème très rapidement. Alors, je peux me tromper, à la marge, sur un document, peut-être deux, mais c'est pas ça qui va changer la physionomie de ce travail thématique qu'on va faire au départ. Et on va s'apercevoir que on va retrouver des axes récurrents très rapidement, et on va les utiliser par la suite pour aller rechercher nos informations. Alors, je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur cette méthode, parce qu'on va l'utiliser pour notre troisième temps sur la méthodologie, sur la correction de l'open data des décisions de justice. Alors pour cela, évidemment, il va falloir euh, que je quoi? Eh bien si, il va falloir que je partage mon écran. Euh, je partage mon écran avec une feuille de boulot. Voilà. Donc on va essayer d'approfondir un peu cette méthode pour vous montrer que, en fait, on peut très rapidement aboutir à ce que... non, c'est pas ça. Je reprends toutes mes... Voilà, c'est ça. Alors maintenant, je vais faire mon petit partage. Excusez-moi pour ce petit contretemps technique. Partager ça et ça. Au principe, non, je vais le refaire parce que ça va pas. Voilà, comme ceci. Je vais refaire mon petit partage. Hop, entre ça et ça. Voilà. Là, en principe, vous avez la note de synthèse sur l'open data des décisions de justice, qui est là, et de l'autre côté, une page blanche. Vous me confirmez? Oui, oui, on Parfait, voit. parfait, parfait. Bien. Alors, pour la première phase d'analyse, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va regarder la première page de garde, enfin la page de garde et l'intitulé. L'open data des décisions de justice, là on se dit, waouh, c'est du numérique super, hein, on n'est pas de la génération du numérique, donc ça va être une note de synthèse très sympa. Mais bon, peu importe le sujet. Open data, alors peut-être qu'on se souvient de la loi sur la République numérique de 2016, aussi en 2021. Bon, il y a eu des lois sur la question de justement l'open data, c'est-à-dire le fait de, si je traduis, hein, c'est les données ouvertes des décisions de justice, c'est-à-dire la mise à disposition de ces données et leur utilisation éventuellement avec l'IA. Bon. Ensuite, j'ai pas plus de choses à en dire. J'ai connu une époque où le téléphone avait un fil. Euh, Ensuite, on va regarder les documents, 13 documents. Alors, quelque chose d'intéressant. Alors, il y a quelque chose de trompeur, mais ça, c'est quelque chose qu'il faudra faire. J'ai 13 documents et en fait, il y a 39 pages, enfin 36 pages, 37 pages. 37 pages de dossier. Alors, c'est un peu trompeur parce que là, c'est une note de synthèse qui a été repaginée et en fait, il faut compter 30 pages. Mais qu'est-ce que je me dis? J'ai 13 documents sur 30 pages, ça veut dire que j'ai des documents qui font en moyenne 2 pages et demie. Voilà. Ça aussi, c'est une information qui peut être intéressante pour savoir à quoi s'attendre. Mais bon, pareil, c'est une réflexion qu'on se fait en une fraction de seconde. Bon. Donc, plus j'ai de documents en 30 pages, plus j'ai des documents courts, donc plus facile à lire. Si en 30 pages, j'ai peu de documents, ça veut dire des documents plus longs qui risquent d'être un petit peu plus fastidieux. C'est ça l'enjeu. Comme vous pouvez le constater, je prends soin de votre santé mentale. C'est important quand on fait une note de synthèse, parce que sinon, on en a vite très marre. C'est peut-être une méthode de l'économie de moyens que j'enseigne finalement. Bon. Bref, poursuivons.
Ensuite, je vais regarder la nature des documents. Donc, cour de cassation, OK. Là, JCPG, donc le juriste classeur, édition générale, c'est de la doctrine. Ici, Open Data, site internet du ministère de la Justice. On va le mettre plutôt dans la presse, parce que on va dire que c'est ouvert, c'est pour simplifier les choses. Semaine sociale du LAMI, c'est de la doctrine. Proposition de loi, alors ça, je vais le classer dans les lois, dans les normes, même si ça n'est qu'une proposition. Et je note qu'il y a une proposition, donc une rupture, quelque chose qui va changer, plus ou moins. Euh, la JDA, donc c'est l'actualité juridique du droit administratif, c'est la doctrine. RGM, je suppose pardon, non, je dis n'importe quoi, RGM, non, c'est une décision de cour d'appel. Donc c'est là. Ça y est, je fatigue. Je suis en train de me dire, en plus j'étais en train de me dire, mais RGM, mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi comme revue celle-là? Je la connais pas. Mais en fait, non, c'est une jurisprudence. Cour d'appel de Lyon. Ici, Dalloz Actualité, je vais le mettre dans la doctrine, même si les Dalloz Actualité, c'est plutôt des informations flash, mais ça reste juridique. Pareil, le Lamy Liaison, juridique. Euh, Rapport remis à Madame le garde des Sceaux, donc, mission d'étude, pareil, c'est technique, je vais le mettre dans les juridiques. Euh, Pareil pour le suivant, le rapport du cycle d'atelier sur l'éthique de la réutilisation des décisions de justice. Procédure, c'est la doctrine, c'est le magazine Procédure. Et enfin, de la jurisprudence. Donc, de la presse, il y en a peu. De la jurisprudence, on a deux décisions. Deux décisions, c'est ça? Trois décisions. On a trois décisions. Des normes, pas beaucoup, à part cette proposition de loi. Donc, puisqu'on n'a qu'une proposition, c'est soit une ouverture, soit une rupture dans le dossier. Il faut regarder juste la date, 2023, bon, relativement récent. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et sinon, le reste, bah, c'est beaucoup de doctrine. Alors, dans la méthode thématique que je vais vous montrer là, bah, vous allez voir que la doctrine, c'est utile parce que la doctrine, c'est des titres. Et puis souvent, il y a des plans. Donc des choses qu'on va pouvoir euh, euh, utiliser. Ça va? Des questions jusque-là? Bon. Alors, juste une dernière chose, les dates. Intéressant. Alors, vu le sujet, je ne m'attends pas à avoir des choses qui datent du 19e siècle, hein. Donc 2022, 2024, ça je ne sais pas, 2024, 2023, 21, 20, 24, 24, 17, 22, 23, 24. 4, 2004, tiens, 2004. Qu'est-ce que ça fait là? Bon, qu'est-ce que j'en tire comme conclusion? Bah, c'est que, mis à part le document qui est de 2004, on est quand même sur un phénomène très ramassé, très actuel. Voilà. Bien, continuons. Premier document, cour de cassation. Ah, conférence de presse. En fait, c'était pas une jurisprudence. Conférence de presse. La mission de réflexion sur l'incidence de l'open data, des décisions de justice, sur la jurisprudence et sur l'office des juges remet son rapport. Donc cette mission de réflexion, je décompose, hein, c'est une mission qui réfléchit sur les conséquences de l'open data sur la décision de justice, sur la jurisprudence. En fait, on va prendre conséquences de l'open data. Voilà. Et on a à la fois, alors je vais reprendre, on a à la fois bon, la méthode, un état des lieux, les recommandations et plan des recommandations. Alors, ces recommandations, on ne va pas le mettre dans conséquence, on va plutôt mettre dans perspective. Et à chaque fois, regardez, je mets la référence. Document 1, document 1. Donc les perspectives, éviter l'indifférenciation des décisions de justice, pallier le risque. Alors dans les conséquences, on va rajouter autre chose. Il y a la question des risques, plus que de perspectives d'ailleurs. On va mettre les risques. Voilà. Donc ce document me suggère trois thèmes.
au regard de ce qui est visible. Les conséquences de l'open data, les risques, les perspectives. Et je passe au document suivant. La hiérarchisation des décisions de justice, bilan et perspective, tiens, de la sélection des décisions présentant un intérêt particulier. Donc, hiérarchisation des décisions de justice, c'est un petit peu cette idée de l'open data, c'est-à-dire d'un traitement informatisé sur ces décisions. Bilan et perspective. Alors, bilan, c'est peut-être les risques, on ne sait pas. Perspective, il y est. Donc, document 2, je le mets là. Alors, le bilan de la sélection des décisions présentant un intérêt particulier. Les critères initiaux de sélection des décisions présentant un intérêt particulier. Alors là, on n'a pas grand-chose. Un bilan mitigé. Alors, un bilan mitigé, c'est plutôt les risques. Document 2. Voilà, c'est ça. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le grand B, là? Critères initiaux de sélection des décisions présentant un intérêt particulier. Euh, on va plutôt... Alors, conséquence de l'open data, c'est plutôt l'utilisation elle-même. L'utilisation. Et puis, j'ai précisé les critères. Voilà, document 2. Bilan mitigé, c'est fait. En 2, le processus renouvelé de sélection des décisions présentant un intérêt particulier. Une sélection à partir de critères renouvelés. C'est nos perspectives, en fait, mais ça, on l'a déjà noté. L'accompagnement des juridictions dans le processus des sélections, de sélection des décisions. L'accompagnement des juridictions, oui, dans le processus de sélection des décisions. Évolution technique dans les moteurs de recherche jury libre, etc. Bon. Le document 2, je l'ai réparti, j'ai pas besoin d'en trouver plus. Ensuite, open data des décisions de justice, extrait du site du ministère de la Justice. Donc là, on va voir quelque chose de relativement simple. Alors, on a des questions qui sont posées. Donc, je prends le temps de regarder comment est fait le dossier. Et on remonte. Alors, qu'est-ce que l'open data des décisions de justice? En fait, ça, c'est ma définition. Qu'est-ce que définition? Document 3. À partir de quelle date les décisions de justice seront-elles mises en open data? Donc, ça, c'est utilisation. On va mettre mise en œuvre. Pourquoi pas? C'est pas mal comme mise en œuvre. Ça peut être une idée. Document 3. À partir de quelle date les décisions sont... C'était, on l'a déjà dit. Comment la protection de la vie privée des personnes mentionnées dans la décision est-elle assurée? Alors ça, on l'a pas du tout. Vie privée. Document 3. Quelles seront les décisions publiées en open data? Quels sont les éléments qui seront retirés des décisions? Donc ça, c'est toujours pareil, la mise en œuvre. Retirer, c'est peut-être aussi la vie privée. Et c'est tout. L'open data au défi de l'IA. Comment assurer une bonne anonymisation des décisions de justice? Ah, ben je t'en prie, Zita. Bonne soirée à vous. Euh, donc, qu'est-ce que je disais? L'open data au défi de l'IA. Comment assurer une bonne anonymisation des décisions de justice? Le mot important ici, c'est anonymisation. Et donc, le document se penche encore une fois sur la question de la vie privée. Document 4. Euh, et puis, comment protéger la vie privée? Alors là, on est sur les garanties, mais on montre aussi quand même les risques. Donc, je vais quand même le mettre dans les risques. Parce que justement, il y a un risque d'atteinte à la vie privée. Et après, on a le comment. Quelles sont les difficultés rencontrées par les équipes en charge de ce projet d'anonymisation? N'y a-t-il pas une contradiction entre open data, utilisation des données exhaustives rendues accessibles et respect de la vie privée? Donc oui, il y a bien à la fois un risque, je vais le noter ici comme ça. Alors, on peut mettre... je vais préciser vie privée. Après, on va voir comment on organise ça plus tard. En anonymisant certaines données, le risque n'est-il pas de priver leur mise à disposition? En fait, il y a deux aspects dans ce document. Il y a à la fois les risques, mais en même temps les garanties. Bon. Donc ici, je vais peut-être mettre vie privée, entre parenthèses, garantie. Voilà.
Et c'est tout. Document 5. Alors, le document 5, euh, proposition de loi visant l'ouverture avancée des données judiciaires, etc., etc. Bah, c'est toujours pareil, c'est la mise en œuvre. Je vais le mettre là. Euh, Qu'est-ce qu'on a? Alors, mise à disposition du public. C'est à peu près tout. Document 6. L'open data des décisions. Vous voyez, je ne fais que regarder les titres. Bon, s'il y a quelque chose qui m'accroche, je peux le noter. L'open data des décisions de justice se fera dans l'aspect de l'état de droit. Ah, alors, se fera dans les... Donc là, on utilise la notion de risque quand même, dans ce document 6. On peut le mettre ici. État de droit. Bon, mais c'est quand même une garantie. Alors, de la vie privée, je ne sais pas. Les décisions de justice ne sont pas des documents administratifs. Alors, je ne sais pas si je vais le mettre dans l'introduction. Les décisions de justice doivent être diffusées par l'État. Ah, les garanties du droit à la vie privée, garanties, on les a ici. Alors voilà, là c'est génial parce que j'ai un titre qui corrobore ce que j'ai dit. Donc c'est parfait. Une garantie du succès de l'open data. Bon, j'imagine que c'est pour la vie privée toujours. Bon. Ce document 6, oui, c'est à peu près ce qu'on peut en dire globalement. Garantie de la vie privée, état de droit dans les risques, on est bien. Le document 7, il est où? Il est là. Alors, cour d'appel de Lyon. Allons voir les motifs. Non, pas les motifs, on va voir directement la solution. La solution, hop. Le fait d'avoir supprimé rapidement le lien Internet vers l'arrêt d'appel de Lyon du 26 février 2015 n'est pas de nature à effacer la faute civile de I, consultant. Cette suppression ne peut être prise en considération que pour apprécier le quantum du préjudice subi qui sera davantage limité dans le temps. Euh, je le mets. Alors ça, on pourrait le mettre dans plein de choses. On pourrait le mettre dans utilisation, donc application peut-être, application, document 7. On peut le mettre dans les risques aussi. Euh, alors ces risques de quoi? Ah, en choisissant de ne pas anonymiser les décisions. Bah, voilà, hop, on l'a trouvé. En choisissant de ne pas anonymiser. Vous voyez, en fait, ce qui se passe, c'est que quand le dernier attendu ne me dit rien, bah, je regarde celui juste d'avant. En général, bon, c'est comme ça qu'on lit une décision. Euh, c'est comme ça qu'on lit une décision ici. Dès lors, la Cour constate la faute délictuelle d'imprudence commise à la société, machin. Bon, ça, on s'en moque. Suivant. On va à la suivante. Open data des décisions des tribunaux judiciaires, une nouvelle étape novatrice. Nouvelle étape novatrice. Alors, depuis le 22 décembre 2023, les jugements rendus en matière civile par les plusieurs tribunaux judiciaires sont diffusés en open data sur le site de la CNIL. Donc, on est dans l'application, toujours, document 8. Euh, Quel défi la Cour s'est vu confier, qui s'est vu confier la diffusion a dû relever pour parvenir aujourd'hui à ce résultat? Euh, ah, Pouvez-vous nous préciser comment la protection de la vie privée est assurée? Bon, là, c'est plutôt les garanties. Document 8. À ce stade du développement de l'open data des décisions, comment définiriez-vous ces principaux enjeux pour la justice? Bon, les enjeux, c'est pas mal, hein. Est-ce qu'on peut pas le noter, ça, quelque part, les enjeux? Je vais le noter comme ça, document 8. Euh, C'est à peu près tout. L'open data, quels enjeux pratiques devant les tribunaux?
Bah, je vais mettre aussi pareil, les enjeux. En fait, à quoi ça sert? Donc, la hiérarchisation des décisions des juridictions du fond, très bien. De profession juridique, bah, c'est pareil, c'est les enjeux et en fait, bon, on a vu les risques, en fait, il y a cette partie, elle se penche sur les atouts. À quoi ça sert? Document 10, mission d'étude et de préfiguration sur l'ouverture au public des décisions de justice, l'open data des décisions de justice. Waouh! Alors ça ne me dit rien du tout. La question du retrait des noms des magistrats. Ah, bah tiens, ça c'est encore la question de la vie privée. Je le mets dans garantie, je le mets dans garantie, non risque, moi je le mets dans garantie, document 10. Est-ce qu'il y a un plan? Il n'y a pas de plan. Alors voilà, quand il n'y a pas de plan, ce qu'on fait, c'est qu'on lit la première phrase et la dernière. La question du retrait des noms des magistrats comme toute occultation d'informations touche à la crédibilité du droit français sur la scène internationale. Ok. Dernière phrase. Euh, L'utilisation combinée de ces éléments avec ceux qui sont accessibles par les moteurs de recherche accroîtrait encore ce risque en permettant de procéder à des corrélations, et on est aussi dans les risques. Alors, on ne sait pas si c'est les risques de ça ou d'autre chose, mais je mets dans risque. Document 10, comme ceci. Euh, ouais, très bien. Document 11. Rapport du cycle d'atelier sur l'éthique de la réutilisation des décisions de justice. Hmm. Quand on parle d'éthique, en général, c'est plutôt des risques. Alors, je regarde comment il fait le document. Il n'y a pas de plan. Donc, c'est pareil. Je vais regarder. La première partie de l'atelier a été consacrée à une présentation du cadre actuel de l'open data, au concept de réutilisation et aux enjeux avant qu'il ne soit abordé le défi les défis et instruments envisageables. Euh, On peut le mettre un peu partout, ce document, en fait. C'est sur la difficulté. Bah, je vais mettre peut-être dans les enjeux. C'est pas mal. Est-ce que je peux pas le mettre ailleurs? J'ai envie de me le mettre aussi dans... Alors, on peut le mettre dans le risque. Le risque. Ah bah oui, oulala, regardez. Ont ainsi été remis le risque de réidentification, le risque. Hop, ici. Document 11. Le 12, Open Data des décisions de justice et intelligence artificielle, un défi pour la Cour de cassation. Encore, quel lien faites-vous entre le développement de l'Open Data à la Cour de cassation et l'intelligence artificielle? Donc là, c'est plutôt l'utilisation, avec cette question d'intelligence artificielle. Euh, Vouloir traiter toutes les décisions de justice, y compris celles de première instance, n'est-ce pas une entreprise démesurée, finalement inutile? Enjeu, document 12. Enjeu, ouais, je vais mettre enjeu. Perspective, perspective enjeu, je sais pas. Je suis perdu. Non, restons là. Pensez-vous que la combinaison de l'open data et de l'IA pourrait transformer la justice en une usine à recycler les précédents? Là, on est plutôt dans les risques. Et c'est tout. Et le document 13, une jurisprudence. Alors, de 2004, mais attendu que la compétence internationale des tribunaux français par application de l'article 14 du Code civil est fondée sur les droits nés du fait litigieux, mais sur la nationalité... Pas, non sur les droits nés du fait litigieux, mais sur la nationalité des parties, sauf preuve d'une fraude destinée à donner artificiellement compétence à la juridiction française pour soustraire le débiteur à ses juges naturels. Qu'ayant exactement retenu quand c'était la procédure, elle n'avait pas à statuer sur la validité de la cession de droit, mais seulement sur la fraude procédurale aux règles de compétence internationale. Alors là, je ne vois absolument pas le rapport. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Dans ces cas-là, ce qu'on fait, bah, c'est qu'en fait, le document, c'est intéressant, on va le mettre de côté. Il est trop tôt pour pouvoir déterminer où est-ce qu'on va placer ce document. Donc, je le mets de côté et
à la lecture, parce qu'on n'a toujours pas lu les informations pour le moment. On s'est juste focalisé sur les titres. Au passage, vous remarquerez que là, on a mis presque, je dirais, allez, allez, on a mis 25 minutes à faire le dossier, à peu près. 25 minutes pour arriver à ça. Et je vous ai dit 20 minutes tout à l'heure. Voilà. Et ici, je discute, je lis avec vous. Quand vous serez tout seul, en théorie, vous n'aurez pas cette phase à essayer de vous convaincre, hein, sauf si vous avez une schizophrénie latente, en principe, ça ira assez vite. L'idéal, c'est d'arriver à 15-20 minutes. 15-20 minutes, ce qui est tout à fait faisable. Alors, mais faisable, pourquoi faire? Ben, on ne sait pas. Le document 13, ici, je l'ai mis de côté, on le lira plus tard avec une meilleure compréhension du dossier. Mais regardez ce qu'on a déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thèmes. Bon, d'accord, 7 thèmes, c'est trop. On en veut 4. En fait, on cherche les 4 sous-parties. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder par élimination. Comment? En comptant. Là, les conséquences de l'open data, 1, c'est un peu léger. Les risques, en revanche, 1, 2, 10, 11, 12, 4, 7, 6, on en a 8. Pas mal. L'utilisation de l'open data, 2, 3, 5, 7, 8, 5. Très bien. Perspective, 2, pas top. Définition, 1, pas génial non plus. Vie privée, comme garantie, 3, 4, 5, c'est bien. Et enfin, les enjeux, 4. Bien. Donc, comme je vous ai dit, 1, 2, 3, 4, 5, 6 thèmes en fait. 3, 4, 5, 6. Non, 7 thèmes. 7 thèmes, mais on va d'abord garder ceux qui sont les plus récurrents. Hop. Donc, je mets les plus récurrents en haut, les moins récurrents en bas. Hop, comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on va voir si on ne peut pas essayer de fusionner, s'il n'y a pas des fusions thématiques possibles. Euh, Tout d'abord, on va peut-être regarder. Conséquence de l'open data, c'est un document, et c'est document 1. Et le document 1, on le retrouve déjà dans les risques. Bah, ce qu'on va faire, c'est que, hop, on va supprimer complètement le thème. Il ne sert à rien, dans ma récurrence. Ensuite, définition. Bah, la définition, je peux mettre avec l'enjeu, par exemple. Et ça tombe bien, parce que l'enjeu, j'en ai que 4. Et là, je passe à 5. Donc, je vais avoir une partie dans laquelle je vais poser la question qu'est-ce que l'open data et quels sont ses enjeux? Et j'arrive à 5. Pas mal. Les perspectives, document 1, document 2. Alors, pareil, ces documents 1 et 2, est-ce que je les ai quelque part? Le 2 est là, le 1 est là-haut. Est-ce que je peux totalement l'enlever? Je pense que oui. Les deux documents sont représentés. Le 1, où est-ce qu'il est? Ah, c'est le 1 qui me manque. Où est-ce que j'ai mis le 1? Il n'est pas? Ah, dans le 1, il faut que je le mette quelque part. Enjeu perspective. Ah, peut-être avec l'utilisation d'ailleurs. Ici, comme ceci. Ce qui me fait passer ici à 6. Voilà. Ça me paraît logique. Comme ceci. Voilà. Et je passe à 6. Bon, eh ben là, voilà. J'ai 4 thèmes dont les proportions sont suffisantes pour pouvoir justifier les sous-parties. La question maintenant est de savoir comment je vais articuler tout ça. Alors, je commencerai par les enjeux, parce qu'en fait, dans ces enjeux, j'ai la définition. Donc ça me paraît logique de l'utiliser comme thème premier. Ensuite, enfin, à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on en attend? Enjeu. Bah, ensuite, les risques. Ça vient conforter les enjeux. Quant à savoir maintenant dans la mise en œuvre, on va la mettre dans un second temps,
pour dire qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui. Et sur ce qu'il en est, on va répondre à la notion des risques qui est dans notre 1D, ici, où on avait vu les risques en matière de vie privée. Eh bien, on va voir aussi les réponses et les garanties en matière de vie privée, tout dans la mise en œuvre. Et on devrait avoir alors, un plan à peu près comme ça. Donc, euh, ça nous ferait une première partie avec une intégration. Alors, là, pour l'instant, ce que je fais là, il ne faut surtout pas le faire quand vous faites une note de synthèse. C'est-à-dire que ce n'est pas à ce moment-là qu'on va faire les titres, hein. Là, c'est juste, j'ai trouvé 4 thèmes. Mais au fond, l'intégration débattue de l'open data des décisions de justice, voilà. Pourquoi débattue? Parce qu'ici, il y a les enjeux, quels sont les intérêts, et d'autre part, ici, les risques. Et ici, dans le grand 2, la mise en œuvre de l'open data des décisions de justice. Voilà. Quid de son utilisation aujourd'hui, hein, la Cour de cassation qui a travaillé sur la question, et quelles sont les garanties en matière de vie privée. Alors, on a monté ça un peu comme une mayonnaise. La question qu'on doit se poser maintenant, est-ce que ça correspond au corrigé? Je vous retrouve le corrigé. Où est-ce que j'ai mis ça? Non, c'est pas ça. Où est-ce que j'ai mis le corrigé? Ah, il est là. Donc, alors, attention, il se peut tout à fait, il se peut tout à fait. Je ne sais pas où est le corrigé. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, je vais partager à un moment ou à un autre. Le corriger, ben, c'est ça. Ah ouais. Vous l'avez? Vous le voyez, le corrigé? Ah, non, non. Ouais, je refais le partage. Hop, non, c'est pas ça. Mince, bah, je le refais du coup. Euh, voilà, il est là. Il devrait arriver incessamment sous peu. Alors, grand 1, bon, forcément les titres vont être différents. La promotion de l'open data des décisions de justice. OK? Donc c'est en amont. Vers une justice plus transparente grâce à l'open data. Donc c'est ce qu'on avait dit sur les enjeux. Donc, pour l'instant, je ne connais pas les informations précises. Donc j'avais mis enjeux. Les risques d'une justice fondée sur l'open data, c'était bien ce qu'on avait vu en grand B. La mise en œuvre renouvelée de l'open data des décisions de justice, donc c'était bien cette idée de mise en œuvre, avec une stratégie d'application structurée. Moi, qu'est-ce que j'avais mis? Ce que j'avais trouvé comme thème? J'avais mis utilisation. Voilà, c'était un thème utilisation. Et enfin, des garanties protectrices de la vie privée. Et c'est exactement ce qu'on a vu, vie privée garantie. Vous voyez? Donc, hop, voilà. Donc, vous voyez, le but de cette méthode, c'est de trouver ces grands axes assez rapidement. Alors, parfois on tombe juste, souvent on tombe juste d'ailleurs. Parfois, on tombe juste à un thème près. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, c'est à la lecture on garde de la souplesse par la suite, et à la lecture, on va modifier s'il y a besoin de corriger. En fait, à la lecture, on va avoir une meilleure compréhension, mais immédiatement, on est focalisé sur des thèmes qui vont nous permettre, de mieux rechercher l'information, et de mieux l'évaluer au regard de sa récurrence. Selon vous, il faut préférer la méthode thématique par rapport à la méthode linéaire. J'étais sûr que vous allez me poser la question. Euh, alors, selon moi, je vous dirais non. J'ai une préférence.
Et effectivement, je vous ai montré la méthode thématique pour deux raisons. La première, c'est ma préférence, mais c'est ma préférence personnelle. Et la deuxième, c'est qu'il est plus facile d'expliquer cette méthode en la montrant plutôt que de manière abstraite. Mais ma recommandation, si jamais vous voulez essayer une de ces deux méthodes, c'est de les essayer les deux et de savoir dans laquelle vous vous sentez le mieux. Alors, la méthode thématique, bon, là, ça peut paraître miraculeux parce que je fais mon analyse document par document et puis on tombe juste. Bon, c'est très bien, mais c'est parce que je le fais moi aussi et que moi j'ai un peu l'habitude. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Je vous dis pas que vous n'y arriverez pas, je vous dis que si vous l'essayez, ne vous attendez pas à réussir du premier coup. Ça demande un peu d'exercice, mais rien ne vous empêche de prendre des vieux dossiers, CRFPA, ENM, douane, ce que vous voulez, et puis d'essayer de faire cette méthode pour voir si vous y arrivez. Alors, juste les 20 premières minutes, ce qu'on a fait là, pas la peine de faire 5 heures de notes de synthèse, vous prenez juste 20 minutes sur un dossier. Est-ce que j'arrive à un plan? Est-ce que j'arrive à voir les thèmes proposés par le dossier? Voilà. Et si ça fonctionne, bah, vous tentez une note de synthèse avec cette méthode. Ça vous évite de perdre du temps. Bien. Des questions? D'autres questions? Non? Tout est super clair alors. C'est génial. Bon, bah écoutez, parfait. Je tiens à vous dire que j'ai été ravi d'être en votre compagnie pendant ces 2 heures. Euh, J'espère que ce que je vous ai dit aura été d'une efficacité, ou du moins que ça vous aura touché un petit peu. Et bah, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et bon courage pour le concours. Bonne soirée.